Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Ciné-Critique avec les amoureux du cinéma. J'ai nommé Ève et Tofi. Voici le numéro 142 de la semaine du 5 novembre 2020 de votre podcast préféré. Un enregistrement à distance en raison du confinement, les critiques de films et l'actualité du 7e art et les conseils de films et séries visibles sur les sites de streaming et en DVD. Bonjour Tofi, allez, on garde le moral Tofi. Bonjour Ève et bonjour aux fidèles de notre podcast. Oui Ève, le moral reste bon et on l'espère pour tous, car l'actualité du cinéma est malheureusement frappée pour la seconde fermeture des salles en France métropolitaine et en Martinique, alors que la fréquentation semblait repartir. Un seul chiffre à retenir, 65 millions d'entrées en France du 1er janvier au 29 octobre 2020. En cas de non-réouverture probable des salles d'ici la fin de l'année, la chute serait de moins 70% par rapport à 2019 qui avait enregistré 213 millions d'entrées. Cette seconde fermeture ainsi que tous les lieux de culture, théâtres, concerts, festivals, est la conséquence d'une seconde mesure de confinement imposée pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. La très grande majorité des distributeurs de films ont annoncé que les films sortis les 2 dernières semaines avant le confinement ressortiront dès que cela sera possible. Enfin, une bonne nouvelle. Si vous aviez loupé certains films, ce sera donc possible, sauf qu'on n'a pas la date à vous communiquer. Oui, Ève, et au minimum pour au moins 4 semaines. Donc, chaque jeudi, nous vous proposerons des conseils de livres et des films en radiographant les principaux services de vidéo à la demande et de SVOD, la sortie de coffrets DVD pour vous signaler de belles œuvres. Avant de démarrer, une critique du dernier film vu en salle avant leur fermeture, Tofi. Oui, nous avons reçu une jolie critique d'une auditrice très enthousiaste du film sorti la semaine dernière en salle et que nous n'avions pas chroniqué. Il s'agit du film italo-russe Michel-Ange de Audrey Konchalovsky avec Alberto Testone, Jacob Dill et Francesco Gaudiello. Michel-Ange le sculpteur et peintre italien de la Renaissance, c'est ça Ève ? Oui, il s'agit à Florence d'un épisode de la vie du sculpteur italien Michel-Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif, tandis que 2 familles nobles rivales se disputent sa loyauté. Notre auditrice écrit « Portrait riche et contrasté du maître italien qui révèle la puissance d'un génie tiraillé entre ses contradictions et le film est d'une beauté époustouflante à la lumière de ses créations. » Le film décrit aussi avec un réalisme saisissant la beauté des œuvres en les juxtaposant avec la réalité plus glauque du Florence de l'époque. Une des qualités du film est de ne pas nous raconter la vie et l'œuvre de Michel-Ange dans sa totalité, mais un moment choisi où se fait sentir ce souffle divin du génie cohabitant dans une carcasse improbable avec ses petits et ses gros défauts. Reflet d'une époque où la papauté amplifie les luttes de pouvoir entre 2 grandes familles de la noblesse qui, moyennant finance, se disputent le grand artiste. Le film est d'une lumière enivrante pour décrire la démarche de l'artiste, comprendre et apprivoiser la nature par l'art. Il fallait sans doute un Russe pour peindre ce magistral portrait d'un génie si humain ou d'un humain si génial. C'est chose faite et c'est une réussite. Nous parlions de Michel-Ange de Andrei Konchalovsky. Ce film devrait ressortir dès la réouverture des salles, du moins on l'espère, car cette critique nous a donné envie de le voir. Merci beaucoup à cette auditrice. J'ai jamais vu un truc pareil. Quoi, il s'est enflammé tout seul, comme ça ? La combustion spontanée, c'est possible. Louise Joly, je suis journaliste. Il y a eu un 2e cas. Les flics cachent la ferme. 2, c'est un peu court pour une série, non ? À partir de 3. Notre première série conseillée s'appelle Moloch et est disponible sur arte.tv, une série française, Tofi. Oui, Ève, franco-belge pour être exact. Dans une ville de bord de mer industrielle, des inconnus prennent feu de manière inexplicable. Une journaliste et un psychiatre endeuillé mènent l'enquête.
Il s'agit d'un thriller fantastique de Arnaud Malherbe et Marion Felstraat avec Olivier Gourmet, Arnaud Valois et Marine Vatch. Mais d'où vient ce nom, Moloch ? Celui qui tue par le feu est surnommé Moloch par la rumeur publique, en référence à une divinité des temps bibliques, citée et condamnée dans la Bible, dont le culte était lié à des sacrifices d'enfants par le feu. D'origine païenne, Moloch serait au départ une divinité liée au monde souterrain et au monde des morts. Effectivement, avec cette série policière, on navigue ici entre morts accidentelles par le feu, solitude et tristesse des personnages. Mais ce qui surprend tout d'abord dans cette série, c'est l'originalité du sujet, traité ici avec lenteur et une photographie sombre, extrêmement sophistiquée. Oui, Moloch est une série envoûtante dont la très grande majorité des scènes sont tournées la nuit. Olivier Gourmet est ici flamboyant et modeste en psychologue endeuillé, triste et gris, et la jeune Marina Vact nous fait découvrir un nouvel aspect de son talent non encore utilisé en jeune journaliste curieuse et têtue. S'ajoute à l'intrigue une critique de nos sociétés modernes, tiraillées entre la peur de l'autre et la place que jouent les médias dans la diffusion de la violence. Cette belle série européenne, à la divine lenteur, au dialogue pesé et concis, est très originale et se détache des productions anglo-saxonnes formatées et bavardes. On vous conseille Moloch, cette série superbe, comme d'immenses tableaux de Turner en 6 épisodes et en intégralité jusqu'au 27 novembre 2020 sur arte.tv. Cette série est également disponible en DVD. Et pour info, Arte met le paquet ces derniers jours avec la 6e édition du festival Cinéfilm, avec le meilleur des coproductions récentes de la chaîne, dont 13 films qui reflètent la foisonnante diversité du cinéma d'auteur mondial. Quelques exemples: Ava, Cherry Blossoms, Le Poirier Sauvage, La Prière. À savourer sans modération, toujours sur arte.tv. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Notre second choix de série est américain. La série s'appelle Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit en version originale, une production Netflix de Scott Frank et Alan Scott avec la magnétique Anya Taylor-Joy, John Swob et Jeremy McRidge. En voici le sujet. En pleine guerre froide, le parcours de 8 à 22 ans d'une jeune orpheline prodige des échecs, Beth Harmon. Tout en luttant contre une addiction aux tranquillisants, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde. Petit à petit, la jeune fille va améliorer sa technique tout en s'enfermant dans la spirale infernale de la solitude. Magnétique et faussement ingénu, le personnage de Beth Harmon se bat entre son addiction aux tranquillisants et alcool et son envie de devenir la joueuse d'échecs la plus célèbre du monde. Située dans les années 50 et 60, la série ne manque pas de bousculer les codes masculins de l'univers des échecs de l'époque où les femmes étaient mises à l'écart. Avec une mise en scène classique un peu académique, l'histoire reste conventionnelle, mais la représentation des époques, le souci du détail et ses parties d'échecs est un modèle du genre très captivant. Même si son ascension semble ici un peu trop rapide, la série tout entière centrée sur la personnalité de cette jeune fille intelligente et introvertie nous subjugue par son atmosphère, ses lumières et ses décors. Une série surprenante et originale avec l'actrice aux grands yeux noisettes américano-argentino-britannique Anya Taylor-Joy, dont vous tomberez immédiatement amoureux. Et pas besoin de connaître les échecs pour l'apprécier. L'histoire de cette jeune femme en quête d'identité et de reconnaissance s'appelle Le Jeu de la Dame et est disponible en 7 épisodes sur Netflix. Après les séries, un film à voir ou revoir, Eve? Die Ringer. The alarm's on. Hello?
Taler jeg med Iben? Hej, skat. Har du drukket? Nej, det har jeg ikke. Oui, Tofi, un film danois qui s'appelle The Guilty de Gustav Möller, sorti en France en juillet 2018 avec Jacob Cedergren, Jacob Ulrik Lohman et Laura Bro. Ce film est disponible sur OCS et en location sur la VOD de Orange, Canal VOD et YouTube. Par ailleurs, il est aussi dispo en DVD et Blu-ray. Une femme victime d'un kidnapping contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l'appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Ce thriller venu du Danemark, qui est aussi un premier film, est un huis clos terriblement efficace grâce à une écriture précise, un sens du rythme, un scénario à tiroir et une description ambivalente des personnages. Mais sa réussite vient aussi de l'usage du hors-champ, ce que l'on ne voit pas à l'écran mais devine, amplifié par un travail sonore, des bruitages et ambiances absolument époustouflants. L'interprète Jacob Cedergren, filmé en gros plan, parfois en très gros plan, est au service de dialogues fins et intelligents, mettant en exergue les angoisses, les sensibilités et les manques du personnage. Comment tourner un long métrage dans un bureau de 4 mètres sur 3, la nuit, avec un seul personnage, une ligne de téléphone et nous tenir en haleine pendant 1h25 ? La réponse est ici bouleversante, bien au-delà de l'exercice de style. Une très grande réussite. The Guilty est disponible sur OCS ou en DVD. Après le Danemark, décidément très présent dans la filmographie européenne, on se rappelle de Drunk, de Thomas Vinterberg, sorti il y a un mois au cinéma, et on part maintenant vers les îles britanniques et plus précisément en Écosse, pour saluer la mémoire de l'acteur et producteur Sean Connery, qui vient de nous quitter à l'âge de 90 ans. My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill. Né en 1930 à Édimbourg, il a démarré sa carrière sur les planches en 1951 au théâtre, puis fait ses premiers pas au cinéma en 1955 dans Geordie de Frank Launder et Au bord du volcan de Terence Young. En 1961, il remporte un casting pour incarner à l'écran James Bond, le héros imaginé par Ian Fleming, romancier d'espionnage britannique et journaliste. Sean Connery interprétera à 7 reprises l'agent 007 dans James Bond contre Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que 2 fois, et dans Les Diamants sont éternels en 71. Et enfin, on le retrouvera une dernière fois dans le rôle avec Jamais plus jamais en 83. Mais il a voulu aussi rompre avec ce personnage qui lui a apporté une notoriété mondiale en jouant rapidement d'autres personnages, avec Alfred Hitchcock dans Pas de printemps pour Marnie en 1964 ou Sidney Lumet pour La colline des hommes perdus en 1965. Sa carrière est longue, plus de 75 films en tout. On retiendra bien sûr Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano en 86, en 87 Les Incorruptibles de Brian De Palma, Indiana Jones et La dernière croisade de Steven Spielberg en 89 et en 90 À la poursuite d'Octobre rouge de John McTiernan. Son dernier long métrage comme acteur sera La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Stephen Norrington en 2003. Marié à la française Micheline Roquebrune, il a été anobli par la reine Elisabeth II en 2000 pour service rendu au cinéma britannique, devenant ainsi Sir Sean Connery. Il est également membre de l'Ordre de l'Empire britannique et, fier de ses origines écossaises, il affichait publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais. Sean Connery était un grand acteur qui a réussi une belle carrière en prenant des risques par des rôles aux antipodes de James Bond et en travaillant avec de grands réalisateurs. Il laisse derrière lui une œuvre immense. Daniel Craig, qui endosse actuellement le costume de 007 au cinéma, a confié sa tristesse en apprenant la mort de Sean Connery. Il a défini une ère et un style, son esprit et son charme à l'écran étaient à mesurer en mégawatts. Il a aidé à créer le blockbuster moderne.
Il est mort paisiblement dans son sommeil sur une île des Bahamas à l'âge de 90 ans. Et voilà, Tofi, c'est sur cet hommage à cet acteur qui aura marqué une époque que nous terminons cette semaine ce podcast. On dit aussi cet audio à la demande ou encore balado-diffusion ou tout simplement balado chez nos amis québécois. Oui, Ève, merci à nos fidèles auditeurs. On vous souhaite beaucoup de courage durant ces prochaines semaines. Les films et séries sont aussi là pour nous aider. Et n'hésitez surtout pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Cinécritique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou YouTube. Très bonne semaine à toutes et tous et donc à jeudi prochain.